Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Ed Gein, surnommé le boucher de Plainfield, qui est un homme véritablement mythique pour moi, puisque c'est pas un tueur en série à proprement parler, mais il a inspiré plein de personnages extrêmement connus. Par exemple Norman Bates, que vous avez pu voir dans le film Psycho de Alfred Hitchcock, et qui a été repris ensuite dans la série Bates Motel, Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux, ou encore Bloody Face dans la série American Horror Story saison 2 Asylum. Encore une fois, ça va être une vidéo assez trash, je sais pas exactement pourquoi, mais en ce moment j'ai vraiment tout le temps envie de vous parler de ce genre d'histoire là, de me renseigner sur des tueurs en série extrêmement violents. Et bah du coup voilà, même si j'essaye de varier un petit peu mes sujets, on est encore dans ce type de vidéo là. Donc ce que je vous propose, c'est comme d'habitude de vous installer très confortablement, d'éteindre vos lumières et c'est parti. Le 17 novembre 1957, à Plainfield, dans le Wisconsin, la police enquête sur une affaire de braquage d'un magasin de quincaillerie et sur la disparition mystérieuse de sa propriétaire appelée Bernice Warden. L'un des principaux suspects dans cette affaire est Eddie Gein, qui est un gars qui a toujours plus ou moins vécu dans le coin, assez bien connu de tous les habitants. Et si la police s'intéresse particulièrement à lui, c'est parce qu'on sait qu'il est le tout dernier client du magasin. L'équipe de policiers dirigée par Arthur Schley, qui était le shérif de la ville, partent inspecter la ferme d'Ed Gein et ce qu'ils vont trouver à l'intérieur dépasse absolument tout ce que vous avez pu voir dans des films d'horreur. Déjà, l'intérieur de la maison est super bizarre, il y a des pièces qui sont extrêmement encombrées de bazar, de détritus absolument partout, au point qu'on ne peut carrément presque pas marcher dans les pièces. Et puis il y a une odeur extrêmement forte de décomposition, tellement forte qu'elle est quasiment irrespirable, ça prend à la gorge des policiers et ils ont beaucoup de mal à progresser à l'intérieur de la maison pour ces deux raisons. Arthur Schley va alors découvrir un cadavre de femme nue qui est pendu à l'envers, en fait accroché par les pieds à une poutre, qui a été décapitée, éventrée et éviscérée comme un cerf. C'est effectivement bien le corps de la femme disparue Bernice Warden et sa tête va être retrouvée un peu plus loin dans la maison dans un sac. Ses deux oreilles ont été percées avec des clous et une corde relie les clous de manière à ce qu'on puisse en gros prendre la tête, la suspendre et l'afficher dans la maison comme un trophée. Mais l'horreur ne s'arrête pas là et je vais vous dresser un petit peu la liste de tout ce que les policiers ont retrouvé à l'intérieur de la ferme d'Ed Gein. C'est complètement insensé. Premièrement, ils ont trouvé la tête de Mary Hogan dans un sac en papier, qui était une femme qui était portée disparue depuis déjà 3 ans. Ils ont aussi trouvé une ceinture qui était faite à partir de tétons de femmes. Ils ont trouvé des bols à soupe qui avaient été faits avec des crânes humains découpés, un abat-jour de lampe fait à partir de peau humaine, ainsi que des fauteuils recouverts eux aussi de peau humaine, une boîte contenant 4 nez, divers organes qu'il conservait dans son réfrigérateur. Dans une boîte à chaussures qui était cachée sous le lit de Ed, les policiers ont trouvé 9 parties génitales de femmes séchées, donc des vulves séchées. Dans sa penderie, ils ont aussi trouvé une sorte de t-shirt fait à partir de peau humaine qui avait été tannée. Et ça, Ed va expliquer plus tard que ça lui plaisait de porter ce t-shirt pour penser qu'il était une femme. Ils ont aussi trouvé des gants faits à partir de peau humaine de main et 9 masques en peau faits à partir de visages de femmes. Maintenant que tout ça est dit, on va revenir en arrière à partir de l'enfance de Ed Gein pour essayer de comprendre un petit peu tous les événements de sa vie et essayer de saisir en fait pourquoi et comment on en est arrivé là. Ed est né le 27 août 1906 dans le Wisconsin et il avait un grand frère qui avait 7 ans de plus que lui qui s'appelait Henry.
La mère d'Ed Gein, qui s'appelait Augusta, était une femme extrêmement stricte et aussi une fanatique religieuse rattachée à l'église luthérienne, et elle lisait la Bible tous les jours à ses deux fils et elle leur donnait son interprétation de la Bible qui était vraiment extrêmement virulente. Elle leur parlait tout le temps du monde en leur disant qu'ils vivaient dans un monde totalement dépravé et immonde. Elle leur disait à quel point l'alcool c'était un énorme péché et surtout elle insistait énormément sur le fait que toutes les femmes au monde étaient des prostituées et qu'elles étaient les suppôts de Satan. Bien sûr, elle était la seule exception. Le père, lui, George, a été décrit comme un homme faible et alcoolique qui n'avait pas vraiment d'emprise sur ses enfants, qui n'a pas eu sa place dans leur éducation puisque l'éducation des enfants était vraiment monopolisée par Augusta qui ne lui laissait absolument aucune place. Et d'ailleurs c'était vraiment pas un couple heureux entre les parents parce que elle le méprisait totalement, elle le détestait. Au tout début, la famille Gein vivait dans la ville de Lacrosse, mais Augusta avait vraiment pour objectif de déménager parce qu'elle voulait pas que ses enfants grandissent à la ville. Elle trouvait que le mode de vie urbain c'était vraiment trop rempli de vices et que ça allait mal influencer ses garçons. Donc du coup elle a énormément bossé, c'est elle d'ailleurs qui ramenait tout l'argent pour faire vivre la famille et elle a bossé énormément pour les nourrir mais aussi pour mettre de l'argent de côté et pouvoir déménager, ce qu'ils ont fait en 1914 et ils sont allés s'installer à Plainfield. Là-bas, les garçons ne sortaient de la maison à peu près que pour aller à l'école et le reste de leur temps, ils le passaient à la ferme, à aider leur mère et à faire tout un tas de corvées. Ed à l'école, il s'en sortait ni très bien ni très mal, c'était vraiment un élève assez moyen on va dire, mais il avait une vraie passion pour la lecture, il aimait beaucoup lire, notamment des récits d'aventure et c'est certainement à travers ces lectures-là qu'il pouvait un petit peu s'évader de son quotidien. Ce qui a certainement commencé à poser problème dans le développement d'Eddie, c'est qu'il n'a jamais réussi à se faire d'amis. D'abord parce que sa mère l'en empêchait, si jamais il essayait d'aller vers d'autres enfants, elle le grondait énormément. Et puis aussi parce que les autres enfants le trouvaient vraiment trop bizarre et en fait ils se moquaient beaucoup de lui, ils le harcelaient. Apparemment Ed il était un petit peu spécial parce qu'il était du genre très timide mais aussi assez efféminé, ce qui fait que les autres enfants vraiment s'acharnaient beaucoup sur lui. Et puis d'autres ont dit aussi qu'il avait des sortes de petites manies un peu bizarres, par exemple il riait tout seul et du coup c'est comme s'il se racontait des blagues dans son coin tout seul, mais ça, je pense que ça mettait les autres enfants mal à l'aise et du coup ils l'ont totalement rejeté. Tout ça fait que Ed et Henry ont vraiment grandi à l'écart des autres en une quasi-autarcie à l'intérieur de la ferme jusqu'à finalement arriver à être de jeunes adultes. Et leur mère en plus était tout le temps sur leur dos, elle n'était pas du tout bienveillante avec eux, elle arrêtait pas de les disputer, de les rabaisser, de leur dire que c'était des bons à rien, qu'ils allaient devenir comme leur père. Elle les insultait tout le temps, je sais pas s'il y a eu des violences physiques mais en tout cas c'était vraiment un climat extrêmement dur psychologiquement. En 1940, George Gein, donc le père, décède et c'est à peu près au même moment que du coup Ed et Henry vont commencer à prendre des petits boulots à la ville pour aider financièrement au niveau de la ferme et ils vont principalement travailler en tant qu'hommes à tout faire, donc j'imagine aller faire des petits travaux par-ci par-là pour des personnes qui les employaient. Et Ed a aussi fait des petits boulots de babysitting et lui c'est vraiment ce qui lui plaisait le plus comme métier parce qu'il aimait beaucoup être avec les enfants, il se sentait plus facilement à l'aise et plus proche des enfants, ce qui est encore une fois un petit signe de son gros retard de développement au niveau social et affectif. Ce qui est intéressant c'est de voir que Henry et Ed ont grandi dans les mêmes conditions mais qu'ils n'ont pas du tout évolué de la même manière. Henry il a vraiment commencé à se faire beaucoup de soucis pour Ed quand il a vu à quel point il y avait une relation trop fusionnelle entre les deux, que c'était carrément de l'hyper attachement et que Ed il n'était pas capable de voir sa mère comme un être humain, il l'idéalisait totalement, il la voyait comme une déesse et ça Henry était vraiment pas du tout d'accord avec ce point de vue là. D'ailleurs c'est arrivé à plusieurs reprises que Henry critique ouvertement sa mère et ça choquait profondément Ed qui comprenait absolument pas qu'on puisse dire ça de cette femme-là.
Le 16 mai 1944, il y a un incendie qui s'approchait très dangereusement de la ferme des Gaines. Et du coup, Henry et Ed sont partis pour essayer d'éteindre ce feu. Et en fait, avec la fumée, tout ça, ils ont dû se séparer, ils se sont perdus de vue. Et Ed a fini par totalement perdre son frère, il ne savait plus où il était. Et du coup, il s'est rendu à la police pour leur demander de les aider et les avertir de la disparition de son frère. Mais assez étrangement, quand la police décide d'organiser une battue pour essayer de retrouver Henry, Ed va tout de suite les mener à l'endroit où on va découvrir le corps sans vie de son frère. Donc c'est un petit peu bizarre parce qu'il leur a dit qu'il l'avait perdu, mais finalement il est allé directement à cet endroit-là. Puis il y avait aussi d'autres choses qui ont fait que les policiers se sont posé quelques questions parce que le sol autour de Henry n'était pas brûlé. Et puis il avait des sortes de marques bizarres au visage comme des sortes de gros bleus, des ecchymoses. Cependant, à ce moment-là, personne n'a pu envisager que ce soit Ed qui ait fait du mal à son frère. Il était tellement connu de tout le monde comme le gentil garçon extrêmement timide et tout ça que voilà, ils n'ont pas du tout commencé à explorer cette piste-là. D'ailleurs, dans le rapport d'autopsie, c'est écrit que Henry est décédé des suites d'une asphyxie. Donc il n'y a pas eu de suite et on ne saura jamais si Ed a tué son frère ce jour-là ou pas. Moi je vous avoue que j'ai quand même certains doutes, mais voilà, je pense qu'on ne pourra jamais savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Par la suite, Ed et sa mère se sont donc retrouvés à vivre tout seuls, tous les deux dans la ferme. Et malheureusement ça n'a vraiment pas duré très longtemps puisqu'un an et demi plus tard, le 29 décembre 1945, la mère de Ed est décédée à la suite de plusieurs attaques. Et là effectivement Ed était peut-être déjà un petit peu bizarre, mais je pense que c'est vraiment ce moment-là, le moment où sa mère décède et qu'il la perd, qui va totalement le faire basculer. D'ailleurs, dans son livre Déviante, Harold Schechter a écrit que Ed avait perdu sa seule amie et son seul véritable amour. Il était absolument seul au monde. Alors c'est après ça que Ed est resté vivre tout seul à la ferme. Évidemment, il n'allait pas partir de cette ferme-là. Et puis il a continué en fait à faire ses petits jobs et à vivre grâce à l'argent qu'il gagnait. Et c'est un peu à ce moment-là, je pense, qu'il y a des comportements vraiment pathologiques qui commencent à se mettre en place parce que Ed va totalement condamner certaines pièces de la maison et les laisser telles quelles, comme quand sa mère vivait encore à l'intérieur. Et puis lui, il va se reclure totalement à l'intérieur de principalement la cuisine qu'il aménage comme une sorte de petit appartement où il amasse énormément d'affaires, il met un lit, il met plein de trucs. Et puis voilà, le reste de la maison, il les touche plus, il laisse exactement comme quand sa mère vivait encore. Ceux d'entre vous qui ont vu la série Bates Motel, je pense que ça vous rappelle plein de souvenirs qui sont vraiment directement inspirés de ces véritables événements où on voit effectivement Norman Bates qui continue à vivre comme si sa mère était encore là. Et on voit vraiment bien le décalage qu'il y a entre comment lui perçoit les choses et comment c'est réellement autour de lui. But the whole thing, the house and the motel on a foreclosure, and everything came with it. Space is beautiful. It's all gonna be good. You'll see. Okay, Mother. I'll believe you. Comme il était extrêmement seul, Ed s'est plongé dans plein de lectures, notamment beaucoup de livres et de magazines spécialisés en anatomie, mais aussi en histoire un petit peu spéciale. Genre il lisait plein de choses sur les nazis, sur les chasseurs de tête, etc. Et c'est là vraiment que ça a commencé, je pense, à virer à une sorte d'obsession. On sait aussi qu'il s'est mis à suivre assidûment la rubrique nécrologique des journaux locaux et c'est certainement comme ça qu'il se tenait au courant de quand il y avait des enterrements pour pouvoir aller dans le cimetière et déterrer des corps fraîchement enterrés. En fait, Ed Gein, il a expliqué qu'il s'est régulièrement rendu dans le cimetière de sa ville pour du coup déterrer des corps de femmes et les voler afin de pouvoir ensuite les découper. Et lui, il dit qu'à chaque fois que c'est arrivé, il était dans des moments de transe en fait, enfin vraiment des moments complètement flous, donc dont il a assez peu de souvenirs et en fait il se rendait pas forcément compte de ce qu'il faisait. Il ciblait principalement des femmes d'un certain âge afin qu'elles aient le plus possible de ressemblance avec sa mère.
Eddie a aussi expliqué qu'il avait envie de changer de sexe. C'est sûrement une envie qui lui remonte à très loin des témoignages qu'on a pu avoir à partir de son enfance. Donc il avait envie de changer de sexe, de devenir une femme, et il s'était mis en tête de se créer un costume de femme à partir de peau, donc des cadavres qu'il avait déterrés, et de pouvoir le porter et prétendre qu'il était une femme. D'ailleurs, du coup, dans ce qui a été retrouvé, il y avait un début de ce costume avec des visages de femmes qui pouvaient porter comme des masques, et cette espèce de t-shirt en peau qui s'était fait. Et voilà, on sait, il a expliqué que certaines nuits, il revêtait cette espèce de costume et il tenait une vulve devant son naine afin de se sentir comme une femme. Par contre, il a toujours nié le fait d'avoir eu des relations sexuelles, donc nécrophiles, avec ses corps, et il se justifiait en disant que de toute manière, ça sentait beaucoup trop mauvais. Et en fait, apparemment, Ed, il était aidé par un ami à lui qui s'appelait Gus, qui le secondait en fait quand il était question d'aller au cimetière, de déterrer des corps et de pouvoir les ramener chez lui. Et ce serait à partir du moment où ce fameux Gus est parti en maison de retraite qu'il s'est retrouvé dans l'incapacité de pouvoir mener à bien tout ça et qu'il se serait mis à tuer des femmes parce que c'était, j'imagine, plus simple que d'aller profaner des tombes. Au tout début, quand il a été arrêté, Ed Gein a totalement nié toute implication dans toutes ces histoires-là, mais assez rapidement, il a craqué et il a fini par reconnaître les meurtres de Bernice Worden et de Mary Hogan. Durant ces interrogatoires, Ed n'a jamais fait preuve ni de sentiments ni d'émotions ou alors de remords par rapport à tout ce qu'il avait pu faire. Quand il a raconté à la fois les vols de cadavres et aussi les meurtres, il l'a fait de manière extrêmement froide, détachée et clinique, on va dire. Et du coup, on pense vraiment qu'il avait absolument aucune conscience de l'horreur des actes qu'il avait pu commettre. Les psychiatres qui ont rencontré Ed Gein à ce moment-là, ils lui ont donné les diagnostics de schizophrène mais aussi de psychopathe sexuel, qui est un terme qui aujourd'hui n'existe plus mais dont on comprend quand même assez bien le sens, il me semble. Et pour ce qui est de la schizophrénie, je sais que certains d'entre vous ont parfois un petit peu de mal ou vous ne connaissez pas forcément bien la définition de ce qu'est la schizophrénie, et c'est normal parce que je trouve que ça nous est assez mal expliqué, notamment avec les films et tout ça, ça crée beaucoup de confusion autour de la notion de schizophrénie. Pour faire court, la schizophrénie, c'est un trouble psychotique où les sujets sont vraiment en rupture avec la réalité et en plus sont atteints de ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients de leurs troubles. Donc c'est vraiment pas facile à traiter ni même à faire accepter à une personne qui est schizophrène. Ça va principalement se traduire par une altération des sens, donc par exemple des hallucinations, mais c'est pas obligatoire, et aussi une altération du schéma, du fonctionnement de la pensée en fait. Donc c'est ce qu'on appelle le délire, quand vraiment il y a quelqu'un qui raisonne d'une manière qui n'est pas correcte. Tout ça, ça entraîne des troubles à la fois au niveau cognitif, au niveau social, au niveau émotionnel, aussi au niveau de l'hygiène, etc. Donc beaucoup de retentissement sur la vie du sujet. Et il faut faire attention à ne pas confondre schizophrénie avec dédoublement de personnalité ou même personnalité multiple. C'est deux choses différentes en fait. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont associé ces deux choses ensemble, alors qu'en fait, les troubles des personnalités multiples ou dédoublement, tout ça, c'est vraiment un cas extrêmement rare vu dans la schizophrénie, mais la majorité des schizophrènes n'ont pas ce type de problème-là. En tout cas, la pathologie d'Ed Gein, on pense qu'elle vient vraiment énormément de son enfance, de l'éducation très bizarre que lui a donné sa mère, des valeurs extrêmement étranges qu'elle a essayé de lui inculquer, et puis aussi de leur relation vraiment très fusionnelle, ce qu'on appelle en psychanalyse un complexe d'Oedipe qui ne se serait pas résolu, parce qu'il y a vraiment un amour beaucoup trop fort à la mère. Et donc tout ça en fait c'est vraiment ce qui aurait donné à Ed des sentiments très ambigus envers la gente féminine, puisque à la fois il avait envie d'en être et en même temps il les détestait, donc il y avait vraiment comme ces deux choses qui se mélangeaient et qui arrivaient juste pas à être compatibles et qui ont fini par donner ce trouble qu'on appelle la psychose.
Alors le problème c'est qu'il y a quand même des corps de femmes qui ont été retrouvés un petit peu disséminés dans le terrain autour de la ferme de Ed Gein et du coup ils n'ont pas forcément pris Ed Gein au mot quand il leur a dit qu'il avait fait que 2 meurtres. Ils se sont dit à juste titre qu'il avait peut-être fait plus de victimes que ça et du coup en fait ce qu'ils ont fait c'est que ils sont allés fouiller dans le cimetière, dans les tombes que Ed disait avoir profanées pour vérifier si les corps qui étaient retrouvés autour de la ferme étaient bien ceux qu'il disait qu'il avait prélevés dans le cimetière et pas les corps de certaines personnes qui étaient portées disparues et on se disait qu'ils étaient peut-être en lien avec l'affaire d'Ed Gein. Et du coup, effectivement, quand la police est allée creuser et a ouvert certains cercueils, eh ben, ils ont découvert des cercueils qui étaient soit vides, soit avec des corps qui avaient été mutilés et auxquels on avait prélevé des parties de corps. Du coup, ça a tendu à rendre plus crédible la version de Ed Gein et on suppose du coup qu'il disait vrai et qu'il n'a fait que, entre guillemets, 2 victimes. Le 20 mars 1958, la ferme de Ed Gein a complètement brûlé. C'est très probablement un incendie volontaire, mais il n'y a jamais eu aucun suspect qui a été arrêté. Et les habitants de Plainfield, eux, ils étaient plutôt contents de voir cette maison réduite en cendres parce qu'elle était devenue un lieu d'attraction touristique complètement macabre et ça les dérangeait beaucoup. J'ai oublié de le mettre dans mes notes, mais j'avais aussi lu que la voiture de Ed Gein a été vendue pour une somme toute assez peu élevée et qu'elle a servi pendant un certain temps comme attraction aussi puisque le gars qui l'avait acheté faisait payer je sais plus quelques centimes pour faire monter les gens à l'intérieur de la voiture. Alors après son arrestation, Ed Gein il a passé 10 ans dans un hôpital psychiatrique et c'est seulement après cette période-là, donc le 22 janvier 1968, que des procédures ont commencé à s'ouvrir pour pouvoir essayer de déterminer si Ed pouvait être reconnu comme coupable ou pas des meurtres. Et en fait, il n'y a qu'un seul procès qui a été ouvert pour le meurtre de Bernice Worden et ça a été fait pour des raisons totalement économiques, enfin financières. Le comté de Waukesha ne pouvait pas se permettre de faire un énorme procès et du coup ils ont juste entre guillemets décidé de juger Ed pour savoir s'il était coupable ou pas du meurtre de Bernice Worden. Dans un premier temps, Eddie a été reconnu coupable du meurtre et puis il y a eu un appel et à la suite de ça Ed a été acquitté, il a été reconnu non coupable du meurtre de Bernice Worden parce que pour des raisons en fait de folie, donc il n'était pas responsable de ses actes au moment du meurtre. Et ça a été assez mal vécu par les familles des victimes, donc des 2 femmes qui ont été tuées mais aussi des proches de personnes qui avaient été déterrées, dont leur corps avait été profané, parce qu'ils ont vraiment eu le sentiment qu'il y avait eu quelque chose de complètement injuste dans cette décision-là. Ce que je peux comprendre quand on est une famille de victimes évidemment. Après voilà, c'est le système qui est comme ça. Je veux dire, si une personne est reconnue comme vraiment complètement inconsciente des actes qu'elle commet et qu'elle est folle en fait, c'est comme ça, on peut pas renvoyer la personne en prison, mais par contre du coup elle part en hôpital psychiatrique et on est censé la prendre en charge soit jusqu'à ce qu'elle soit soignée, soit jusqu'à la fin de ses jours. Évidemment, Ed Gein, lui, il a passé le restant de sa vie dans un hôpital psychiatrique où il a vraiment été ce qu'on peut considérer comme le patient modèle, en tout cas pour les équipes. C'était vraiment, c'est super bien passé. À partir du moment où il est arrivé en hôpital, c'était vraiment un homme extrêmement calme, extrêmement poli, qui s'est finalement pas trop mal intégré avec les autres patients, même si il gardait quand même sa nature assez timide et qu'il se mêlait pas trop aux autres. On sait aussi qu'il a pris pas mal de poids quand il a été dans cet hôpital parce qu'il avait quand même très bon appétit. Il a pu énormément développer son plaisir dans la lecture, donc il a pu lire plein de livres et ça a jamais changé tout au long de sa vie. Il a vraiment toujours beaucoup aimé lire, ce qu'il a pu vraiment plus faire dans l'hôpital. Et voilà, on sait qu'il aimait beaucoup aller aux réunions et discuter avec les psychiatres. Il était vraiment un patient extrêmement facile. Il y a même plusieurs personnes qui ont dit que ça a sûrement été la meilleure période pour lui. Ça a été le moment où il a été le plus heureux de sa vie, c'est quand il était en hôpital psychiatrique, puisque finalement il était plus sous l'emprise de sa mère.
Et dans l'ensemble, les équipes soignantes l'aimaient bien parce que c'était vraiment, comme je vous ai dit, un patient facile. Il n'y a jamais eu besoin d'utiliser des tranquillisants sur lui parce que il n'arrivait pas à contenir sa colère ou quoi. Non, il était vraiment toujours très bien, très poli. Même s'il y a quand même certaines infirmières, toujours des femmes, qui ont dit qu'elles se sentaient un petit peu mal à l'aise parce qu'il avait une manière de les regarder fixement qui était vraiment bizarre. Le 26 juillet 1984, Ed Gein est décédé des suites d'un long cancer et il a été enterré pas très loin de la tombe de sa mère dans le cimetière de Plainfield, ce fameux cimetière qu'il avait profané pas mal d'années auparavant. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, Ed Gein n'est pas considéré comme un tueur en série parce qu'il n'a fait entre guillemets que 2 victimes et que pour être considéré comme un tueur en série, il faut avoir fait 3 victimes ou plus. Donc lui il rentre pas dans ces critères là, mais je pense quand même qu'on peut plus ou moins le rapprocher du serial killer parce que selon moi il se serait pas arrêté là s'il n'avait pas été découvert par les policiers. Je pense vraiment pas qu'il avait de raison de s'arrêter de tuer si on l'avait pas découvert. Il y a de fortes chances qu'il serait encore passé à l'acte de nombreuses fois. En tout cas ça c'est mon avis, mais enfin vu le système, le schéma qui s'était mis en place, je pense vraiment qu'il aurait continué à faire ce genre de choses. Et je trouve qu'il est vraiment très très intéressant à étudier parce que, encore une fois, on voit bien le rapport à la mère dans l'enfance qui est extrêmement important. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve pas à chaque fois dans les histoires de tueurs en série, mais quand même très très souvent. Donc c'est quand même quelque chose dont je trouve qu'il est important de parler et de réinsister là-dessus. Le développement pendant l'enfance joue tellement pour ce que vous pouvez devenir plus tard. Et en même temps c'est hyper intéressant parce qu'on voit que son frère, qui a quand même été élevé dans les mêmes conditions, il n'est pas du tout devenu pareil. Et bon, il est mort, on ne sait pas exactement s'il a été tué par Ed ou pas, mais je pense pas qu'il serait devenu aussi troublé que Ed. Donc c'est hyper intéressant de voir à quel point l'environnement social, familial et tout ça peut construire une personne, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment un tempérament certainement de base qui fait que telle ou telle personne va être plus sensible. Et heureusement, parce que du coup c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont eu des enfances complètement pourries, qui sont pas devenus des gros psychopathes et qui n'ont pas tué plein de gens. Donc c'est finalement assez rassurant, mais par contre ça veut dire que je pense qu'il y a des choses à faire pour la prévention, pour éviter qu'il y ait de nouveaux cas qui arrivent comme ça. Il faut vraiment faire attention et essayer au maximum de préserver les enfants et de faire en sorte qu'ils grandissent dans un environnement le plus sain possible. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi vos opinions là-dessus. Est-ce que pour vous, il était forcément destiné à devenir comme ça, qu'il ait eu une mère aimante ou pas ? Ou est-ce que pour vous c'est uniquement de la faute de la mère et que voilà, enfin du coup il y a forcément quelque chose à faire? Je sais pas, donnez-moi vos avis, mais moi j'ai une approche vraiment assez mixte là-dessus. Je pense que en fait c'est plein de facteurs différents qui se rajoutent, etc. pour finir par en arriver à je deviens un serial killer ou en tout cas une personne extrêmement dérangée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit pouce bleu d'encouragement, de partager ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais d'énormes bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer votre lumière. 1, 2, 3, 4.